bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour échanger pendant une petite heure sur un sujet passionnant et qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui est la question des marques. Et notamment, on a essayé, vous allez le voir dans ce format d'atelier, d'interroger les défis, les enjeux qui se présentent et qui sont nombreux, qui se présentent aux marques aujourd'hui, et surtout pour voir dans quelle mesure on allait pouvoir les rendre encore plus pertinentes et performantes, et notamment s'assurer qu'elles servaient complètement et parfaitement les enjeux stratégiques des organisations qu'on accompagne. Donc j'ai eu le plaisir de préparer, et j'aurai le plaisir d'animer l'atelier avec Émilie Rousset, qui est directrice du planning stratégique, et avec Mathieu Fischer, qui est directeur associé en charge des stratégies B2B. Et Mathieu, d'ailleurs, nous fera des éclairages plus spécifiques sur la question des marques dans ce registre-là. Et donc moi, je suis Laurent-Cédric Verscher, je suis associé également en charge des stratégies corporate et des stratégies d'engagement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'agence EPOCA, juste peut-être vous rappeler que nous sommes la première agence corporate RH et B2B indépendante de France. On en est rue Croix-des-Petits-Champs, pratiquement 200 collaborateurs qui interviennent pour à peu près 350 clients sur des enjeux assez larges. Comme celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire des questions qui interviennent plutôt en amont sur des dynamiques de consulting autour justement de la bonne place de la marque, du positionnement et aussi de réflexion sur l'identité. Mais évidemment jusqu'à des réflexions autour de l'activation de ces marques, y compris dans des stratégies d'activation et de production des contenus, d'ailleurs un petit peu comme au sein de ce studio qui s'appelle le Studio Victoire, dans lequel l'agence produit avec les marques qu'elle accompagne énormément de contenus audiovisuels notamment. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur la présentation de l'agence pour pouvoir tout de suite adresser ce qu'on a mis à l'agenda pour notre atelier, notamment en effet questionner, et on va commencer tout de suite avec Émilie sur cette partie-là, l'environnement actuel dans lequel les marques naviguent et qui nous offre des challenges parfois complexes à adresser. Ensuite, on a structuré notre présentation autour de 5 tendances qui nous permettent, vous verrez, d'aller chercher des exemples. Et ce qu'on essaye de faire toujours dans nos ateliers, c'est croiser un peu les registres et d'aller chercher d'ailleurs des exemples parfois même un peu loin. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir vous nourrir et vous inspirer. Et en tout cas, organiser notre structure autour justement de ces 5 tendances. Et puis ensuite, on conclura avec le partage de la vision de l'agence. Marque déposée. Hein. Notre Absolument. vision EPOCA, marque déposée. Alors c'est parti, on y va. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour vous parler de ce beau sujet. Alors comme tu le disais Laurent-Cédric, moi je vais aller les 2 pieds dans le plat dans le nouvel environnement des marques. Alors vous allez évidemment en tant que bon communicant reconnaître tous ces signaux plus ou moins faibles ou forts. Mais en tout cas, on va se mettre dans le bain pour comprendre aujourd'hui la nouvelle donne. Et je dirais juste un mot, on s'appelle EPOCA. Donc notre enjeu, évidemment, d'embarquer les marques dans l'époque, il nous tient particulièrement à cœur. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va placer cet atelier sous le regard de cette problématique-là. Comment les marques peuvent vivre aujourd'hui dans une époque qui est particulièrement challenging, on va le voir ensemble. Alors, peut-être vous avez vu, c'est tombé il y a quelques semaines, OpenAI peut pleurer, puisque finalement, il a été décidé que le mot GPT appartient à tout le monde. GPT, j'aurais dû dire. En effet, c'est une polémique intéressante, c'est que finalement, OpenAI n'a pas pu déposer ni la marque ChatGPT ni la marque GPT. Cela lui a été refusé parce que trop générique. Et voilà, c'est à la fois anecdotique et ça ne l'est pas, puisque trop générique, oui. On est dans un monde qui finalement porte de plus en plus de marques. On est inondé de marques, si on peut dire. On a ces chiffres assez édifiants
Alors voilà, plus de 24 millions, c'est le nombre de marques actives dans le monde. 8000, le nombre de marques créées chaque jour dans le monde en moyenne. On a voilà, quelques faits autour par exemple des marques de sneakers. 150 nouvelles marques de sneakers ont été créées en France en 5 ans. C'est considérable. Et vous le voyez, alors là on est plutôt à une stabilisation pour l'année 2022-2023, mais jusqu'à maintenant on était vraiment dans un mouvement de croissance très fort du dépôt de marque en France. Ça c'est des chiffres INPI. Et puis évidemment des phénomènes, alors on peut citer ce qu'on appelle les Instabrands, mais des phénomènes en fait de dépôt de marque et de création de marque assez fluides. Et des formes en fait de marques nouvelles qui apparaissent notamment boostées par les outils des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, tout est marque, on peut le voir. Alors peut-être si on va du plus évident au moins évident, au plus original, on peut déjà s'attarder sur ce qu'on appelle la marque employeur. L'employeur devient une marque et ça, en fait, dans nos métiers, on n'en parle même plus, mais c'est quelque chose qu'un employeur devienne une marque. Et vous le voyez, on a aussi ce chiffre, on a à peu près 50% de croissance de campagnes de communication qu'on qualifie de marque employeur et c'est énorme en réalité. On ne peut pas aujourd'hui sortir dans la rue sans voir par exemple Burger King qui nous propose de les rejoindre ou encore Lidl, vous le voyez ici, avec un phénomène intéressant et puis Laurent Cédric tu y reviendras donc je ne vais pas m'attarder maintenant mais de marque totale où en fait quand je m'adresse en tant qu'employeur à de potentiels talents, je suis également dans un exercice qui va nourrir la marque au global évidemment et donc c'est pas innocent et tout n'est pas aujourd'hui loin de là siloté mais intéressant de voir qu'aujourd'hui l'employeur lui-même devient une marque et l'entreprise aussi est devenue une marque. Après si on va dans d'autres environnements on peut voir évidemment les partis politiques qui deviennent des marques, vous en voyez un exemple ici, les pays, France et on y reviendra sur ce cas qui est tout à fait notable et puis les régions, vous avez là la Bretagne que je chéris particulièrement donc je me suis permis de mettre cet exemple même s'il n'est pas des plus récents mais des campagnes qui aujourd'hui irriguent pareil nos panneaux d'affichage. On va nous proposer les régions comme autant de marques auxquelles je peux adhérer et que je peux éventuellement aller visiter. Et visiter oui, puisque vous le voyez, il y a même des exemples de lieux. Les marques se font lieu, donc on a le restaurant Miss Dior, pourquoi pas. On a évidemment la fondation Louis Vuitton, on en a plein d'autres. Mais la marque va donc s'incarner dans un lieu et on va pouvoir visiter au sens littéral la marque. Et puis là, vous voyez également évidemment un exemple d'influenceur. La marque se fait influenceur aussi, où l'influenceur devient une marque à choisir. Et puis vous le voyez évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding. Et peut-être on est tous plus ou moins là-dedans, peut-être aujourd'hui aussi, nous trois, on est dans le personal branding d'une certaine manière. Mais on travaille son soi comme finalement une marque en espérant ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Et puis tout est marque et puis les prérogatives de la marque s'étendent et ça c'est tout à fait notable également. Alors on peut s'appuyer sur en effet cet écrit intéressant, le roman national des marques de Raphaël Lorca qui a été publié récemment. Alors lui il défend exactement cette thèse que finalement la marque aujourd'hui elle prend des prérogatives qui appartenaient avant finalement à l'État. Vous le voyez, 6 Français sur 10 aujourd'hui disent préférer, c'est du déclaratif mais ça correspond quand même à des comportements aujourd'hui qui sont ancrés. 6 Français sur 10 préfèrent consommer une marque qui parle de la France, de ses territoires, de ses idéaux, de ses valeurs. Et vous avez vu des campagnes qui ont fait fortune, un succès, sans jouer sur les mots, mais la Française des Jeux, faire gagner la France, faire gagner la vie locale. On a eu toutes ces déclinaisons particulièrement intéressantes dans ce cadre de réflexion-là. On a évidemment Hexagonal de SNCF, c'est une campagne qui a quelques années, mais qui a marqué aussi, puisqu'elle défendait cette vision, cette culture, cette personnalité à la française particulièrement forte et qu'on aime en fait défendre et montrer à l'extérieur. Et puis plus récemment, on peut prendre une marque comme le slip français, alors, dont l'ADN est construite sur ce constat-là, mais qui aujourd'hui évidemment défend et monte même jusqu'à l'Assemblée pour finalement aimerait pouvoir proposer une loi en faveur du Made in France, ce qui est tout à fait notable. Et là, encore assez récemment, dans toute la proposition autour de l'uniforme scolaire, finalement le slip français s'est associé avec une autre marque, 1083, une marque de jeans, et décide finalement de proposer
à certaines régions des uniformes prêts à l'emploi pour les écoliers pour la future rentrée. Intéressant de voir comment la marque va s'inviter dans ces prérogatives-là qui a priori appartenaient plutôt aux forces politiques. Tout ça s'opère dans un monde qui est, vous le savez, saturé et ambigu. On a plein d'écrans autour de nous, il y en a plein aussi sur cette slide. On est finalement bombardé de messages. Alors, pour pas vous bombarder, on n'a mis que 3 chiffres, mais vous savez, il y en a plein d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que le temps d'attention, moins 4 secondes en 10 ans. Donc aujourd'hui, on a 8 secondes de temps d'attention moyen des publics, ce qui est franchement pas terrible. Là, j'aurais pas pu finir ma phrase si j'étais pas attentive, par exemple. Et puis, on a finalement que 3,5 marques qui sont mémorisées en moyenne sur un marché par un consommateur. Donc c'est très faible. Donc là, ça tend un petit peu le sujet pour nous qui travaillons les marques. Comment on est retenu, comment on est mémorisé par nos publics. Et vous le voyez aussi, et on y reviendra, 7 Français sur 10 qui se disent se sentir de plus en plus dépassés et pensent que la vie va trop vite. Je ne sais pas si vous êtes on est parfois l'un, parfois l'autre, mais on sent ce mouvement très fort d'accélération qui s'opère dans nos vies. Alors, pour planter le décor un peu plus sur notre sujet, rien de tel que d'ouvrir un dictionnaire, revenir un petit peu aux fondamentaux dans ce monde, comme je disais, saturé et ambigu. Il n'y a rien de tel, je vous le recommande. Et puis, bien sûr, il faut aller aux bonnes sources, je vous conseille celle-ci, mais quand on regarde un petit peu les différentes acceptions du terme marque, eh bien, c'est intéressant et finalement, on peut construire autour de ces différentes définitions, ces différents volets, 4 paradoxes, et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe en réfléchissant au sujet. Le premier paradoxe, il se construit autour de la première acception, peut-être celle qui est la plus fondatrice pour la marque, qui est que la marque, marque c'est marquer, donc la marque est un repère. Je ne vais pas vous lire toute la définition, mais on est dans cette idée de la distinctivité et du repère. Et pourtant, ce qu'on voit aujourd'hui s'opérer, c'est un vaste mouvement d'homogénéisation. Donc voilà un premier paradoxe entre la fonction originelle de la marque, la fonction de repère, et l'homogénéisation en cours. Vous le voyez, on peut prendre un rayon. Alors, ok, on a pris le rayon bio, donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais vous voyez à quel point les codants se ressemblent et que finalement, on a peu de distinctivité quand on se balade dans ce rayon ou dans d'autres rayons. Et vous le voyez aussi au niveau de l'identité, tu en disais un mot, Laurent Cédric, on travaille l'identité à l'agence. Au niveau du logo, on voit ce mouvement qu'on appelle blending, qui est finalement une standardisation des codants. L'avant, il est à gauche et l'après à droite, et on voit que finalement, ces codants-là, alors là, il s'agit de marques de luxe, mais on peut parler aussi d'autres univers. Ces logos, finalement, ça s'agisse. Alors, c'est peut-être aussi, quand on vieillit, on devient plus sage, mais on voit ce mouvement aussi de standardisation en cours, y compris dans les éléments identitaires de la marque. Deuxième paradoxe, je continue mon petit tour de piste et j'ouvre mon dictionnaire. Pérennité. Alors pourquoi pérennité? La marque, vous le savez, quand on revient aux fondamentaux, et d'ailleurs je rigolais là-dessus, marque déposée, mais quand on dépose une marque, c'est bien le sens de ce geste, c'est de s'inscrire dans une longévité. Donc la marque, porte forcément la promesse d'un lendemain et doit perdurer dans le temps. C'est évidemment connexe avec cette notion de repère. La marque doit durer. Et pourtant, je le disais à l'instant, on est dans cette époque qui est marquée par une forte accélération. Et je vous ai donné un chiffre sur plutôt les récepteurs, les Français, les consommateurs, mais les dirigeants eux-mêmes, et vous peut-être sans doute également, 88% reconnaissent que les consommateurs et les collaborateurs évoluent à un rythme plus rapide que celui des entreprises. Donc, vous voyez, il y a cette différence de focale, mais finalement, chacun, de façon subjective, perçoit cette très forte rapidité et ce rythme aigu qui est en cours dans l'époque. Donc voilà le deuxième paradoxe sur cette notion de pérennité qui fait face à cette accélération permanente dans l'époque. Le troisième paradoxe, il est sur finalement pareil, un élément assez identitaire dans l'ADN du mot même de marque, qui est le produit. En fait, la marque, c'est aussi et avant tout un sceau. D'ailleurs, dans l'Antiquité,
hein, Laurent Cédric, tu ne me contrediras pas. Dans l'Antiquité, on marquait les amphores pour finalement distinguer une amphore de l'autre et puis pouvoir finalement dire cette amphore. Et donc il y a quelque chose de très matériel, on place ce repère sur quelque chose. Et c'est là où ça nous intéresse tout particulièrement, nous, chez EPOCA, puisque aujourd'hui, on le sait, on a un contexte assez lourd, vous le savez également, d'urgence climatique. Et finalement, comment on peut faire cohabiter, et vous le savez, la marque, elle est porteuse de finalement cette critique de notre société consumériste. Donc, comment on fait porter un marquant, un codant qui est attenant normalement à une matérialité, à un produit, avec cette idée finalement qu'aujourd'hui, on nous invite, et vous l'avez vu il y a quelques mois, à peut-être consommer moins, acheter moins et même peut-être dévendre, pardon pour le gros mot, mais c'est ce que nous avait proposé l'ADEME lors de sa dernière prise de parole il y a quelques mois et vous avez vu la polémique que ça a généré, donc des conversations très intéressantes mais qui posent fortement ce sujet-là. Là, alors, comble du paradoxe, si je puis dire, c'est le paradoxe dans le paradoxe, mais c'est cette marque donc c'est une marque qui s'appelle la marque en moins et qui dit finalement, voilà, nous on défend finalement l'anti-branding, mais en utilisant quand même des codants très brandés. Donc c'est ça qui est, et on va le voir dans d'autres cas, c'est là tout le paradoxe et les contradictions dans lesquelles nous naviguons dans notre chère époque. Et le dernier paradoxe, quand on prend l'acception aussi qui est absolument au cœur de la notion de marque, c'est évidemment la confiance, et je tournais un peu autour depuis le début, mais la marque, c'est avant tout un sceau à poser, qui doit durer, à poser sur un produit, un support, mais c'est avant tout un sceau de confiance et c'est une garantie, un repère de confiance. Et donc la marque aujourd'hui doit pouvoir jouer ce rôle achète-moi les yeux fermés d'une certaine manière, puisque je te garantis un cahier des charges de qualité que je vais respecter. Et vous le voyez, à travers ce chiffre édifiant, le marché a bien compris ce message-là, et c'est toute la notion de brand equity évidemment, de goodwill, certains l'appellent comme ça, avec finalement la plus haute valeur de marque jamais atteinte, 516 milliards de dollars, j'ai même des difficultés à dire, pour Apple évidemment, et ce qui est considérable, c'est la croissance de 2023 à 2024, puisque Apple a gagné 74% de valeur. C'est, encore une fois, gigantesque. Et le paradoxe, il se construit autour de aussi ce qu'on remarque de l'époque, où on navigue en pleine défiance, au contraire. Et donc, défiance généralisée, mais aussi défiance vis-à-vis des marques. Et alors là, je vous ai assommé de chiffres, mais c'est intéressant de regarder les différents versants de cette défiance, avec, là encore, une énorme contradiction, un paradoxe, puisque 9 Français sur 10, c'est la part des Français qui attendent des marques qu'elles contribuent au bien commun. C'est pas un petit mot, le bien commun quand même. Mais à côté de ça, vous le voyez, il y a une défiance très forte, 79% de défiance des consommateurs envers les grosses entreprises. 3 Français sur 4 estiment que les marques ont perdu en authenticité. Les Français, en fait, ils ne s'attachent pas vraiment aux marques. C'est ce que nous disent ces chiffres, 4,75 marques, attention, c'est très précis, auxquelles je suis attachée émotionnellement. Et seulement 23% des Français qui disent rester fidèles dans leur relation aux marques. Et enfin, et là on y reviendra aussi grandement, mais 47% des Français qui font davantage confiance aux influenceurs qu'aux marques pour parler des produits. Et c'est là, à ce moment, à ce climax de la présentation, Laurent Cédric, que je te passe le flambeau. Oui, et en fait, ce qui est, je trouve, intéressant quand on t'écoute, c'est qu'on voit bien aussi autre chose, c'est que les marques, et notamment celles dont on s'occupe plus particulièrement, qui sont les marques corporate ou les marques B2B, elles sont, parce que là, en fait, finalement, on brosse un panorama assez global, y compris avec beaucoup de sujets qui sont autour de la consommation. Mais en fait, nos marques corporate et B2B, elles sont aussi dans cette bataille de l'attention et en fait, elles sont aussi finalement juxtaposées à toutes ces marques commerciales et j'ai envie de dire même d'ailleurs dans le rayon que tu as présenté des produits bio. Moi, j'ai un très, très bon exemple par rapport à cela, c'est Bonduelle qui a un cas magnifique de marque employeur puisque sur le packaging, voilà, pardon, la boîte de conserve. en aluminium, la boîte de
Consav, voilà, Ouais. c'est ça. Il y a une offre d'emploi qui est proposée. Voilà. Donc, en fait, dans le rayon, on a aussi cela. Et donc, en fait, en effet, tout ça, ça nous propose des défis qui sont assez majeurs autour de la bataille de l'attention parce que il faut réussir à pouvoir justement émerger. Et c'est le premier défi qui nous paraît, en tout cas, intéressant à chercher à adresser. Le deuxième, là aussi, parce qu'on voit bien à quel point il y a des problématiques. Là, on n'a pas forcément d'ailleurs d'exemples dans les paradoxes qu'on a évoqués, mais des risques réputationnels, de mauvaises stratégies de marque qui peuvent être parfois extrêmement coûteux pour l'entreprise ou pour son projet. Et donc, en fait, être là aussi dans une vraie pertinence, c'est un défi qui nous paraît être particulier en ce moment. Et puis, la marque, Émilie l'évoquait, c'est finalement, alors, il y a toute cette dimension qui est autour du codant, de la communauté que crée la marque, mais finalement, c'est surtout un fabuleux pouvoir de porter des messages et de porter des dimensions stratégiques. Et en fait, on voit à quel point la marque, elle doit pouvoir justement créer cette relation de confiance et participer à nourrir justement le fait de porter beaucoup plus qu'en fait des éléments qui sont très importants, qui sont ceux du design ou de codant graphique. Et dans l'époque que tu as très très bien décrite, qui est d'une grande complexité, on voit qu'en fait, on a deux opportunités qui sont sur la table d'une certaine manière. On a une opportunité qui est celle de réussir à recréer avec la marque, enfin en tout cas de se servir de la marque comme un agent pour pouvoir créer du sens et donner du sens, mais aussi en fait se servir de la marque pour lancer un mouvement. Et pour, au-delà en fait de la signalétique du projet stratégique ou du projet commercial, se servir de la marque pour pouvoir justement faire agir. Et ça, c'est deux outils, en tout cas absolument magiques, que nous, communicants, on a entre nos mains. Ceux qui viennent de temps en temps ou régulièrement aux ateliers de l'agence nous entendent souvent porter un message fort par rapport à l'idée de la marque totale. C'est, pour le coup, on aurait pu mettre aussi ton TM propriétaire, puisque en fait, on a tous là, dans l'agence, une conviction majeure autour de l'idée qu'il faut réussir à désiloter ce qu'on a un peu, d'ailleurs, tous contribué à créer, c'est des marques qui sont juxtaposées. Et notamment, d'ailleurs, quand on s'exprime, on parle de marque B2B, on parle de marque employeur, on parle de marque commerciale, on parle de marque corporate. Mais en fait, surtout, on se rend compte que aujourd'hui, je suis un candidat intéressé par une de vos organisations. Demain, potentiellement, vous me recruterez. Je deviendrai actionnaire. Et dans ma vie, je m'engagerai peut-être pour une ONG avec laquelle l'entreprise sera en interaction. Et en fait, finalement, je suis toutes ces parties prenantes en même temps et donc exposé à tous ces messages de la marque. Et c'est là où, en fait, on doit absolument, enfin, nous, en tout cas, c'est notre conviction, concevoir des activations, évidemment, spécifiques pour les différents publics qu'on veut adresser parce qu'on peut avoir des actions à faire avec chacun en fonction de la partie prenante qu'elle représente. Mais en revanche, il y a un tronc commun absolu, cohérent, qui doit être dans le socle de la marque et de toutes ses expressions. Et ça, d'ailleurs, quand on est justement aux commandes de la direction de la communication corporate ou marketing, je pense qu'en fait, on doit être aussi les gardiens de cela pour s'assurer justement qu'on produit quelque chose qui ne va pas être dissonant. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'en en fait, les marques, il y a plusieurs détenteurs des marques dans les organisations. Et quand on parle de personal branding, potentiellement, dans une organisation, on peut avoir un COMEX avec 10 personnalités qui s'expriment et qui sont... voilà. Donc, mais malgré tout, si on a envie d'être puissant, autant chercher à créer une forme de cohérence. Et l'autre conviction qui est plus récente, qu'on incorpore nous maintenant dans cette idée de la marque totale,
c'est celui de l'engagement total. On a d'ailleurs fait, je ne sais plus quel jour, c'était il n'y a pas très longtemps, un atelier ensemble sur le sujet en montrant à quel point CSRD, évolution des réglementations, les organisations, elles étaient évidemment de plus en plus challengées sur l'aspect de leurs engagements et sur l'aspect finalement de leur contribution au-delà finalement de la création de valeur ou de la performance économique. Et en fait, aujourd'hui, cet engagement-là, c'est plus une marque spécifique, c'est pas une direction RSE qui doit les porter, mais ça doit aussi s'incorporer complètement dans ce qui nourrit le cœur de la marque. Voilà, on y reviendra en conclusion, Ouais. mais ça c'est en tout cas un des messages théoriques qu'on aime bien rappeler. Et à l'image de ce plateau d'ailleurs, puisque Mathieu nous a fait la joie d'être avec nous, donc on mélange aussi le point de vue B2B avec le point de vue peut-être Absolument, corporate, et B2C. on va voir qu'on répond à des tendances communes, absolument. Alors justement, pour rentrer dans notre regard sur les différentes tendances. La première, alors les paradoxes l'évoquent, ou en tout cas posent des premiers jalons par rapport à ça, c'est celui de la lisibilité. Une question extrêmement sensible quand on voit à quel point la bataille de l'attention est présente et que il faut réussir à gagner en puissance et en lisibilité dans l'expression des marques et plus globalement l'expression des stratégies de communication. Notre idée, et on va voir beaucoup d'exemples qui montrent en fait des voies de simplification et des voies de simplification, de rationalisation et de mise en cohérence, y compris des architectures. Les architectures, un des premiers exemples d'ailleurs, en fait, c'est qui permettent justement de concrétiser la puissance de marque. C'est cette marque Uber qu'on connaît tous, qu'on expérimente tous, dans lequel on est tous dans une logique d'ailleurs performative. Et là aussi d'ailleurs, qui reprend bien l'exemple de je peux être plusieurs parties prenantes en même temps, puisque en fait on a une seule marque, une seule interface d'ailleurs aussi, qui va potentiellement pouvoir proposer un accès à différentes façons de consommer cette marque-là, qu'on soit un conducteur, un utilisateur ou un consommateur. Voilà. Un autre exemple plus récent, extrêmement intéressant, Émilie commençait aussi à l'évoquer, qui est celui de la marque France. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait la construction de cette marque, elle est très intéressante parce qu'en fait évidemment déjà en termes de codant, on voit la puissance de la marque, ne serait-ce qu'à l'attribution visuelle à notre pays, mais en fait au-delà de ça, avec une construction autour à la fois de domaines d'action et également de secteurs que représente la marque France. Donc soit éprouver une relation partenariale avec la France ou goûter la France plutôt pour des questions gastronomiques. D'ailleurs, une marque intéressante aussi d'un point de vue de sa dimension évolutive, c'est une autre dimension, mais parce qu'on voit bien à quel point finalement on peut créer des expériences nouvelles tout en gardant une cohérence extrêmement forte et puissante. Et puis, le dévendeur, finalement, cette campagne de l'ADEME, c'était peut-être un peu une pré-annonce de ça. On verra si cela se confirme dans d'autres domaines, mais très récemment, une démarche très intéressante de Decathlon qui dit finalement on a trop de marques dans nos rayons et en fait on va rationaliser les marques, on va recentrer d'ailleurs autour de la marque Decathlon pour pouvoir là aussi avoir une offre plus lisible, plus cohérente pour le consommateur et sans doute, on imagine, plus puissante. Et puis finalement, allant aussi à la rencontre d'une aspiration de beaucoup, d'avoir un peu moins et peut-être mieux. Donner de la lisibilité, ça peut être dans les codants, on le voit dans l'offre commerciale, mais c'est aussi dans le récit que la marque porte, et notamment en effet dans un récit commun qui va pouvoir justement s'appliquer à toutes nos dimensions qu'on représente autour de la table pour pouvoir justement gagner en cohérence. On aime bien partager l'exemple de Danone qui a pour le coup une conviction
même une mission en tout cas, qui est portée au niveau du groupe, au niveau corporate, qui est synthétisée dans sa signature One Planet, One Health, mais surtout qui s'incarne dans cette mission qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et en fait qui structure l'intégralité de ces messages, en tout cas d'un point de vue corporate. Intéressant de voir en fait que ça va jusque dans les marques, que ça va d'ailleurs jusque dans des activations corporate, y compris quand Danone est sponsor des Jeux Olympiques de Paris. Et ça s'inscrit également dans les produits, et notamment il y a ce très intéressant exemple de marque iPro, qui est vraiment pour le coup d'ailleurs une marque co-construite avec des consommateurs, mais dont l'objectif est de développer, en tout cas de contribuer à la meilleure santé, notamment des sportifs de haut niveau. Et alors cette problématique effectivement de structuration de la marque, de la simplification autour d'un récit commun, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se pose évidemment également en B2B, et donc pour l'illustrer assez simplement, de façon concrète, c'est un cas qu'on a traité assez récemment à l'agence qui est assez emblématique. Une marque qui s'appelle Septéo. Alors on est dans le monde merveilleux du B2B, un monde souvent un peu cloisonné entre différentes professions. Donc Septéo, c'est un très très bel éditeur de logiciels, c'est entre guillemets un centaure, c'est-à-dire une licorne qui gagne de l'argent, pour faire simple, française, et qui opère auprès des marchés des professions réglementées. Donc toute la difficulté de Septéo était qu'elle opérait auprès des avocats, des experts comptables, auprès des agents immobiliers, auprès de tout un tas de professions qui ont un lien plus ou moins fort avec le droit, et sous des marques qui étaient souvent des marques assez différentes, qui plus est. Donc il y avait un effet d'éparpillement, et donc un effet de déperdition de puissance, et donc la démarche un peu à la Décathlon de Septéo qu'on a menée pour eux, ça a été de se dire sous quelle bannière commune, comment est-ce qu'on peut entre guillemets refaire émerger le grand Septéo. Et alors ce qui est assez intéressant, et c'est là où il y a une petite patte B2B, c'est que on l'a fait justement en étant B2B2C. On s'est dit mais quel est le fil rouge, qu'est-ce qui unit un petit peu toutes ces différentes sous-marques, entre guillemets, tous ces différents petits Septéo, et finalement on s'est dit, Septéo, en fait, à travers toutes ces marques, il accompagne les citoyens français dans tous les moments importants de leur vie. Pourquoi ? Parce que l'expert comptable va être là quand vous créez votre boîte, parce que effectivement l'avocat va être là quand vous vous mariez, quand vous divorcez, parce que l'agent immobilier va être là quand vous achetez votre premier chez vous, ou votre dernier, je ne sais pas. Donc en fait, tout au long de votre vie, tout au long de votre parcours de vie, et Dieu sait si aujourd'hui c'est moins linéaire, c'est plus, il y a plus de familles monoparentales, etc., les vies sont plus heurtées. Dieu sait si Septéo peut être là à chaque instant et jouer son rôle. Et donc on en a fait ce récit, cette signature, Septéo derrière chaque moment de vie, qui est une démarche assez intéressante parce qu'elle est finalement, comme je disais, B2B2C, et on va intéresser des professionnels en leur montrant justement tout le bien qu'on leur permet d'apporter justement à leurs différentes clientèles. Une bonne transition d'ailleurs avec cette deuxième tendance, parce que finalement c'est aussi rappeler l'utilité fondamentale de Septéo à travers cette campagne. Ouais. Alors l'utilité, peut-être Mathieu, tu veux nous en dire un mot, c'est cette idée qu'en effet c'est la deuxième tendance qu'on a identifiée, que finalement la marque plus que jamais aujourd'hui doit démontrer sa valeur ajoutée, et peut-être ça commence par quelque chose d'assez évident. D'assez simple, c'est montrer à quel point tous les jours dans vos faits et gestes professionnels, dans vos défis du quotidien, la marque va vous aider. Donc là on est d'abord sur le champ tout de l'expérience, de la usability, c'est la marque qui va justement tout simplement vous simplifier la vie au boulot, pour dire les choses et vous rendre plus performant. Le premier exemple, on l'a tous vu parce que c'est une marque B2B mais avec une forte puissance de frappe et qui s'est permis d'aller sur des carrefours d'audience un peu B2C également. On l'a vu en affichage par exemple. Et donc c'est Conto. Donc vous avez là différentes expressions parce qu'au fil du temps ils ont un petit peu varié, mais l'idée maîtresse est un petit peu la même. Conto, tout simplement ça simplifie la gestion financière de votre entreprise. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir la façon dont autour de cette idée forte, ils ont effectivement varié les angles. Il y a toujours chez Conto, c'est un éditeur du SaaS, etc. Donc on le voit à gauche, les codes très expérientiels. On met en scène cette opération qui prend 2 clics là où avant elle vous prenait 20 minutes. Donc voilà, ça c'est des codes du SaaS très, très classiques. Et puis peut-être plus singulier, il y a eu tout un volet de communication autour des pains. C'est-à-dire Conto, ça va vous finir les galères avec Conto. Ça va vous permettre de lever les freins. Donc on le voit là, au revoir. C'était la fameuse série des au revoir. Au revoir le comptable qui nous réclame des justifs. Bonjour Conto. Donc il y a eu toute cette... Ça a été dans le premier temps de leur communication. Et puis vous l'avez sans doute vu aujourd'hui, il y a une nouvelle campagne qui s'est déployée, ça fait déjà quelques mois, qui a plus été retournée en positif. Désormais, on est sur la rapidité, l'immédiateté, c'est fait.
Ils signent toutes leurs accroches avec ce fameux c'est fait, avec un traité photo même qui est très particulier. On est entre guillemets dans l'action, on est à hauteur business. Vous voyez, on voit presque plus la main et la souris que la personne. On est au cœur de l'activité professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que la marque, là, tu l'expérimentes dans l'usage. En fait, c'est ta première perception de la marque. C'est pour ça que l'interface est au cœur en fait du sujet de la marque Conto. C'est que en fait, ta première relation de marque, c'est l'expérience et c'est un peu l'épreuve de feu et le moment de vérité. Tout à fait. On parle à des pros. On n'est pas là pour tout de suite avoir des gros messages aspirationnels. On vous projette dans l'usage. Donc voilà un petit peu pour la première lecture effectivement de cette utilité, l'usage, et puis tout simplement aussi, pour certaines marques, et ça c'est très vrai en B2B où on a parfois des promesses un peu complexes, un peu sophistiquées, pas forcément immédiatement lisibles, raconter, illustrer la façon dont vous pouvez être utile auprès effectivement de vos publics. Alors là, il y a un très bon exemple qui est Meta, avec une certaine force de frappe, faut bien l'avouer. Donc Meta qui est quand même une innovation de rupture, hein, le métaverse. Ensuite, avec une question fondamentale, c'est qu'est-ce que ça va changer, moi, concrètement, dans mon métier. Et là, ce qui est très intéressant, c'est cette posture hyper pédagogique, finalement, qu'a pris Meta. Et je pense que ça fait un certain nombre de mois que tout le monde ici les a vus. Métier par métier, cas d'usage par cas d'usage, évidemment en choisissant avec soin des situations un petit peu on sauve des vies, hein, bien entendu. Meta a décliné la façon dont il pouvait transformer des professions. Donc voilà, on a là le chirurgien qui va pouvoir répéter ses gestes effectivement dans le métaverse. Il y a le pompier qui répète ses procédures de sécurité. Hier, j'ai même vu une soudeuse. Oui. Donc là, je l'ai vu aussi. Voilà. On a pris le même itinéraire hier. Alors je l'ai vu en digital, mais c'était peut-être le même itinéraire digital. Également l'affichage, c'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà. Effectivement, il y a un bon sujet qui est aussi qu'à partir sur un certain niveau de promesse et pour certains annonceurs, le B2B va dans des lieux un peu B2C, se paie ce luxe-là. Et le pure player va aussi dans le offline, dans le beau monde du offline. Exactement. Et donc Meta a poussé l'exercice jusqu'à la soudeuse qui peut répéter ses gestes et, si j'ai bien suivi, augmenter sa masse musculaire pour se préparer à une situation réelle au travail. Alors, l'utilité, je suis contente qu'on ait commencé par ça, Mathieu, parce que c'est d'abord l'utilité fonctionnelle, mais au-delà, en fait, la marque, elle va apporter une valeur d'utilité qui est précisément dans son programme de valeur. Elle va pouvoir donner, et elle est attendue là-dessus aujourd'hui, un point de vue de société. Et donc là, on a plein d'exemples en tête, mais on en a pris quelques-uns. Alors, un qui est très peut-être grand public, mais c'est ça qui est intéressant. C'est à quel point un acteur qui est par exemple Dove et qui propose dans son statement, dans sa promesse de marque « Let's change the beauty », qui est quand même assez haut, comment cette marque va finalement pouvoir aujourd'hui, au-delà du pot de crème, adresser un tas de problématiques de société. Donc peut-être vous avez vu ce cas qui a quelques mois, qui défendait justement une beauté au naturel et donc qui finalement répondait à la mode des filtres sur les réseaux. Turn your back on bold glamour, donc c'est cette idée que Dove va défendre la beauté au naturel et plus récemment, c'est là où c'est intéressant, sur le phénomène des Sephora Kids, peut-être vous en avez entendu parler également ces dernières semaines. Finalement, Dove, ultra légitime par rapport à son ADN, à ce qu'elle défend depuis un certain nombre d'années et à sa signature, décide finalement de réagir et de proposer une lecture de ce sujet de société. Et donc, il y a eu tout un dispositif imaginé par Dove pour dénoncer finalement ce phénomène. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'on voit cette marque qui est quand même un produit de grande consommation dépasser très largement les prérogatives du pot de crème pour s'inviter sur des sujets de société. Et en fait, pourquoi pas? Et en fait, on a envie de dire aussi, aujourd'hui, c'est presque demandé par les différents publics. Un autre exemple dans un autre rayon, Libérons la culture, cette belle promesse de Fnac qui proposait il y a quelques mois aussi une campagne sur finalement un point de vue qui est assez vibrant et vivant aujourd'hui avec toutes les avancées de l'intelligence artificielle générative, mais qui proposait un point de vue sur l'algorithme, hein, l'idée de l'algorithme, et toujours mis en regard évidemment avec sa promesse de marque « Libérons la culture », avec les algorithmes, plus rien ne nous déplaît, mais plus rien ne nous surprend.
quel beau point de vue malgré tout. Et donc là, vous avez 4 heures, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, voilà, les marques sont aussi attendues sur ces points de vue de société-là. Et ça permet évidemment, d'un point de vue de la créativité, de déployer des dispositifs absolument spectaculaires. Là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est sur cette campagne d'affichage, finalement, tout était très contextualisé. Vous le voyez, hein, une petite blague finalement sur le stade de Vélodrome. Mais à chaque fois, en fait, l'affiche correspondait à un petit clin d'œil par rapport à la localisation du panneau. Là, les Marseillais, évidemment, à mon avis, n'apprécient pas Paris est une fête d'Hemingway, mais pourquoi pas. Et sortons de notre bulle de filtre des réseaux sociaux et libérons cette culture. Un autre cas aussi assez récent, intéressant de Hitch. Alors Hitch, c'est cet acteur VTC Made in France qui revendique, j'en parlais d'entrée de jeu, le Made in France. Donc intéressant, c'est aussi un acteur qui se veut très populaire, connu dans son ADN de marque pour finalement rendre accessibles ces services-là, y compris à des populations qui vivent en banlieue, donc pour des trajets Paris-banlieue, et aussi d'employer évidemment des conducteurs, des drivers qui potentiellement viennent des banlieues. Et donc il y a quelques temps, lorsque voilà, on découvrait avec joie les nouvelles fonctionnalités de Midjourney et que tout le monde faisait cette expérience-là, Hitch a décidé finalement de montrer, de stigmatiser fortement un biais qui est que quand je cherche sur Midjourney quelque chose, par exemple mariage banlieue, je vais avoir une scène absolument désolante, alors que si je cherche mariage ailleurs, Paris, je vais avoir une scène tout à fait convenable. Et donc c'est ce biais-là que finalement Hitch a décidé de mettre en lumière et de dénoncer, puisque ultra légitime, encore une fois, par rapport à ce qu'est la marque, à son ADN, à son histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, donc ça fera écho à une autre tendance, mais Midjourney a répondu à Hitch en disant que finalement les images positives avaient été utilisées pour nourrir la machine et débiaiser l'outil, si on peut dire, sur la représentation des banlieues. Et peut-être Mathieu, tu as aussi envie de nous parler un peu d'intelligence artificielle, j'ai l'impression. Un petit peu, avec toujours sur ce registre un petit peu de la marque qui prend fait et cause justement. Hein. Là, on est dans l'utilité la plus haute. Ça arrive aussi en B2B. Et on a un bon exemple en ce moment, alors c'est une marque très très puissante hein, bien sûr, c'est Salesforce qui a pris un positionnement très singulier sur le sujet justement de l'IA en préemptant la valeur de confiance. Et vous l'avez sans doute croisé, vu, parce que c'est des campagnes qui ont une certaine puissance. Je crois même qu'il y a eu un spot à la mi-temps du Super Bowl, donc il n'y a pas tout le monde B2B hein, à la mi-temps du Super Bowl. Là aussi, c'est intéressant de voir les terrains que la marque choisit. Et donc, c'est cette campagne où, grosso modo, le monde de l'IA, ça devient un nouveau Far West, un univers sans règles. Et justement, Salesforce arrive pour poser des garde-fous et justement garantir effectivement la provenance des données, le fait qu'en promptant à tout va, on n'aille pas disséminer des informations confidentielles, etc. etc. Intéressant. Alors, du point de vue à l'action, c'est bien beau de donner un point de vue, hein, on donne tous des points de vue, mais à un moment donné, il faut prouver. Et c'est ce qu'on va prouver là, puisqu'on a 3 exemples intéressants. Alors, le premier, il n'est pas récent, mais il nous semble assez statutaire pour développer cet argument-là, parce que c'est précisément l'histoire de cette marque, c'est qui le patron, dont le business model, le logiciel, est finalement cette promesse de preuve, puisqu'en fait, on dit ce lait bio, et c'est marqué d'ailleurs sur le packaging, ce lait bio rémunère au juste prix son producteur. Donc, c'est une marque dont le logiciel est justement la co-création, la preuve chaque jour, à chaque création de produit, pour adresser le point de vue de aujourd'hui, la valeur sur ces produits-là n'est pas justement partagée. Et donc, quoi de mieux que de finalement avoir une marque qui est l'emblème de ce point de vue-là et qui l'incarne et qui le prouve au quotidien, y compris dans les rayons des supermarchés. Une autre façon de faire pour prouver, tu en parlais tout à l'heure, Laurent Cédric, c'est Bonduelle. On aime bien cet exemple parce que, encore une fois, une démarche intéressante. Bonduelle se dote d'une raison d'être comme beaucoup d'entreprises, mais décide d'utiliser la marque comme levier, et le branding, hein, vous le voyez, comme levier d'amplification de ce point de vue, cette décision de raison d'être. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à travers ce travail, cet effort de branding, le BIPACT, c'est carrément un programme
construit autour de la raison d'être de la promesse de Bonduelle, on a un impact précisément concret, puisque vous le voyez très récemment, Bonduelle a publié des chiffres et donc 37% du chiffre d'affaires aujourd'hui est validé par Bicorp et donc ça fait partie de ses KPIs, de ses objectifs. Et finalement, on voit que le branding fait ce travail d'accélération, de mise en résultat de son point de vue, de sa raison d'être. Et autre exemple dans un autre univers, mais intéressant aussi, où la preuve finalement ça devient de sortir un produit un peu événementiel. Alors là c'est des wearables, hein, donc c'est dans la tech. Dell qui s'associe avec Alienware qui est sa branche spécialisée dans le gaming, hein, on sait à quel point l'équipement est important dans le gaming, et qui dit le statement c'est en fait tout le monde devrait pouvoir avoir une expérience de gaming la plus top possible. Et aujourd'hui, ceux qui sont malentendants, ceux qui sont sourds, ils en sont privés. Parce qu'en fait, dans le gaming, alors moi je suis pas gameuse, mais on m'a raconté. En fait, tout l'univers sonore est absolument clé, on peut s'en douter. Et donc, Dell décide de développer un wearable, donc un objet très innovant, très technique avec Alienware, qui est une casquette qui permet, en fait, non pas aux sourds de réentendre, hein, mais qui permet en fait de compenser, donc complémenter pour que l'expérience du gaming soit au mieux pour ce public-là. Donc voilà aussi un cas intéressant où je ne reste pas à dire je suis pour l'inclusivité dans le gaming, mais je passe en acte et je crée un produit intéressant, innovant. Et vrai. Alors vrai, c'est notre troisième tendance, on peut dire. Alors je le disais d'entrée de jeu, il y a 3 Français sur 4 qui disent que les marques aujourd'hui sont pas authentiques. Donc il y a sûrement un travail à faire là-dessus. Et l'authenticité, ça va même jusqu'à l'imperfection, figurez-vous. Et on va le voir ensemble. Donc savoir d'où l'on vient, alors c'est important ça, et on y reviendra quelque temps, j'en ai parlé dans l'ADN, c'est important de... oui, on veut se propulser dans l'époque, mais c'est important de connaître évidemment ses racines, son ADN, pour mieux peut-être réenchanter son héritage. Et on a toutes sortes d'exemples, alors ça fait partie, c'est une tendance en soi dans le branding aujourd'hui, et nos créatifs qui travaillent sur les identités aujourd'hui l'ont bien perçu aussi, mais il y a toute une tendance sur ce rétro vintage. Vous l'avez vu il y a quelque temps avec Lions of Our Time, qui était une campagne Peugeot de grande envergure sur le redesign de son logo, mais en fait qui est trait pour trait le logo qu'ils avaient il y a 60 ans. Donc il y a un retour finalement à une époque peut-être de façon un peu nostalgique, mais vous le voyez que cet effort c'est justement de réactualiser dans l'époque avec la claim Lions of Our Time qui est assez interpellant. Et puis dans un autre registre, pourquoi pas finalement faire du stretching d'offres, hein, si on peut dire, et faire du vintage dans la fashion alors qu'on s'appelle RATP, surprenant. Mais en tout cas, c'est cette idée de pour finalement améliorer mon image de marque, pour peut-être justement la dépoussiérer. Je vais sortir une ligne de vêtements événementiels qui rappelle d'autres temps et qui me permet en fait aussi de rappeler ce capital confiance, cette garantie de qualité, puisque j'en appelle à une histoire, à une pérennité. Vous l'aviez vu avec moi dans les paradoxes en introduction. C'est un élément très important pour une marque et pour son capital confiance. Et enfin, dans un autre registre, dans un autre rayon, un cas intéressant, même, il est très grand public, mais il est intéressant parce que c'est cette idée de la Madeleine de Proust. Alors c'est Bonux qui a disparu des écrans et des machines à laver des Français pendant des années, et qui revient avec des codants qui miment exactement son identité de marque précédente, du bon temps, et qui surtout signe finalement la première surprise, c'est le premier cadeau, c'est l'efficacité, en faisant référence justement à cette Madeleine de Proust qu'on trouvait un cadeau dans les lessives Bonux. Et donc on voit à quel point aussi en termes de génération ça peut être intéressant de convoquer ces leviers-là en termes d'émotions justement passées et d'attachement à la marque. Faire résonner sa personnalité avec l'époque, alors ça fait partie d'une démarche d'authenticité, et jusqu'à aller vers des prises de parole décomplexées. Alors j'irai vite sur ces cas, mais vous les avez sans doute croisés parce qu'on les a vus, c'est souvent des campagnes d'affichage de grande envergure. On a cet acteur, La Vie, pour toutes les alternatives veggie de notre alimentation, qui a taclé et qui a mis, sans jouer sur les mots, les pieds dans le plat, avec finalement des accroches assez croustillantes, on peut le dire,
dire, est potentiellement polémique, mais en fait, la vie y est allée et ça a été payant puisque cette campagne a été largement remarquée. Et donc, il y a cette idée, en effet, d'être décomplexé sur ces sujets-là. On a Launcher aussi, peut-être, vous avez croisé cette campagne-là qui joue sur les mots, en effet, et qui est intéressante aussi parce qu'elle va interpeller directement et puis surtout, vu les personnes qu'elle convoque et qu'elle met en scène, c'est assez osé, on peut se le dire. Apple, qui évidemment a des messages assez lourds sur la protection des données, mais qui décide, vous le voyez, hein, c'est l'objet du sous-titre, mais qui décide d'en faire des comédies, et ça depuis quelques années. Respect de la vie privée, alors c'est un sujet sérieux, mais on va pas s'emmerder, quoi. Donc il y a un côté, faisons-en un sujet réjouissant, enthousiasmant, et donc ça donne lieu à une créativité assez débridée et à des scènes assez drôles, somme toute, et peut-être on peut se dire, ces messages hein, qui sont un petit peu ardus, ils passent mieux avec l'humour et rien ne vaut peut-être une petite boutade pour faire passer le tout. En tout cas, c'est décomplexé. Et nous, à l'agence, on a travaillé sur cette campagne marque employeur, cette belle campagne pour Disneyland. Et là encore, hein, c'est un sujet qui peut être un petit peu plat. Et puis là, on a décidé d'utiliser des codants, somme toute, assez publicitaires et en invoquant complètement les codants identitaires de la marque Disneyland pour en faire des accroches assez réjouissantes, en empathie avec nos publics et les cibles, les talents qu'on souhaite embarquer avec nous. Et je le disais, hein, l'authenticité, le vrai, c'est même d'aller jusqu'à montrer ses faiblesses, pourquoi pas, assumer ses imperfections. Et on est vraiment, alors depuis quelques temps, mais on est à fond aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère du no bullshit, évidemment. Alors là, c'est une campagne qui date du confinement, mais on l'a ressortie parce qu'elle nous semble parfaitement illustrer ce point-là. La carte la plus inutile du moment, je ne commente pas, hein, c'est Swile qui a sorti cette campagne-là. En effet, à un moment où les gens n'allaient plus sur leur lieu de travail, on pouvait penser être parfaitement inutile. Plus récemment, Ikea qui signe fièrement second. Et ça, c'est osé aussi, hein, ça nous rappelle des bonnes campagnes d'Avis, notamment il y a quelques années. Mais voilà, en fait, je n'égalerai jamais avec mes produits les bras d'une maman, mais je suis quand même là. Et on le voit avec le lit d'enfant à l'arrière-plan. Typologie dans un autre registre, la cosmétique, qui dit l'essentiel, pas plus, pas moins peut-être, mais pas plus. Donc il y a une idée de, voilà, je ne vais pas vous promettre la lune et je suis telle que je suis et je vous donne ma composition d'ingrédients. Et enfin, un dernier exemple de Burger King qui, lorsque cet acteur sort son service de livraison, dit en fait, nous aussi, on fera des erreurs et donc on oubliera les sauces et on n'est peut-être pas mieux que quelqu'un d'autre, mais on a ce supplément d'âme, cette personnalité et c'est pour ça aussi que vous allez venir chez nous. Et Mathieu, peut-être sur cette idée d'authenticité côté B2B. Côté B2B, avec encore une fois souvent ce volet un peu complexe d'une offre un petit peu à expliciter, à décortiquer. Donc c'est ça, on est vraiment dans la dissection, on va décortiquer une offre, ça on le voit beaucoup. Alors un exemple, mais il y en a plein, c'est ce qu'a fait récemment Le Bon Coin. Alors c'est bien parce qu'on est tous ici annonceurs ou agences cœur de cible, hein, parce que l'idée étant de promouvoir effectivement les espaces publicitaires et les solutions publicitaires du Bon Coin, display, opérations spéciales et autres. Et ce qu'ils ont fait tout simplement, plutôt que de partir sur une campagne avec des KPIs, etc., ce qui aurait été un petit peu l'exercice attendu, ils ont fait un petit reportage, très bien fait. Vous avez des petites capsules d'1 minute 30 où la régie nous ouvre ses portes et c'est une série en plusieurs épisodes où on discute à chaque fois avec telle ou telle personne. Alors c'est tout un petit parcours, hein. Là on voit le responsable des offres, ensuite il y avait un data scientist, ensuite il y avait une directrice de clientèle qui illustrait plus la proximité client, etc. Ils ont assez habilement, entre guillemets, déployé leur proposition de valeur poste par poste à travers ces petits vidéos-trottoirs quelque part, in situ, dans la régie, pour nous déployer son offre. À l'écoute. Absolument, et en fait, en effet, participer à la construction des marques, c'est aussi dialoguer pour mieux fédérer, et notamment en fait réussir à interagir avec ces différentes parties prenantes pour pouvoir participer justement à la construction des marques. Et notamment, une des premières sous-catégories de cette section, c'est ces exemples où des marques vont donner des clés, ou en tout cas partager les clés avec ces différents publics pour pouvoir justement mieux les engager, mais aussi, en fait, plus que les engager, construire de façon très concrète des dimensions ou stratégiques ou
tout commercial de l'entreprise. C'est d'ailleurs le cas de cet exemple de Decathlon qui est aussi assez connu, qui invite une communauté de clients pour pouvoir concevoir ces nouvelles lignes de produits. Ce serait intéressant de voir par rapport à l'autre cas si c'est la communauté qui a drivé l'idée de la réduction de la gamme. Voilà, exactement. Mais en tout cas, et dans un exemple aussi plus publicitaire, mais corporate aussi, là on voit bien que tout se mêle. L'exemple de Massif, en fait, qui s'efface derrière ces sociétaires dans la campagne. Et l'année dernière, un peu dans le même registre, et d'ailleurs même en allant plus loin, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a même interrogé largement ces 70 000 sociétaires dans une opération d'intelligence collective pour écrire le plan stratégique de l'entreprise et donc contribuer à donner les perspectives qui construiront la nouvelle marque. Donc en fait, là, c'est presque plus qu'un transfert de clés. Hein. C'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Logique de co-construction, Le Bon Coin, on co-construit de façon peut-être plus instrumentale, hein, puisqu'en fait, on met le mot qu'on a envie de mettre dans cette campagne, mais intéressant aussi. Bâtir des communautés professionnelles. Tout à fait. Donc cette écoute dans le monde pro, alors entre guillemets, le nirvana, c'est effectivement au bout d'un moment, tout simplement que la marque donne la parole, elle soit plus la seule à s'exprimer. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est communautaire, créer des groupes, créer des communautés. Donc là, effectivement, 2 exemples que l'agence a réalisés, alors sur des publics très très différents. À gauche, on est sur des cols bleus, on est sur des métiers de terrain, les électriciens, donc une population très compliqué à cibler, très rarement derrière un PC, tard le soir pour faire des devis, mais toujours sur des chantiers ou dans un utilitaire. Et donc Rexel, avec lesquels on a lancé brandé un réseau d'artisans qui s'appelle SOWAT, sur lequel effectivement la marque a commencé à partager des infos, des bonnes pratiques, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très très vite, c'est des ambassadeurs, des électriciens qui d'eux-mêmes se sont mis à partager les tips, les bonnes pratiques, etc. Et entre guillemets, la mayonnaise a pris. Et à droite, la démarche est la même. Alors ce qui est marrant, c'est que si on la met à côté, c'est qu'elle se fait sur une population qui n'a rien à voir. Donc c'est un club qu'on a créé pour un acteur de la formation commerciale qui s'appelle Halifax, qui est le club du Key Account Management. Donc là, c'est très différent, c'est hyper collant. On est sur des commerciaux de haut vol, sur des grands appels d'offres. Et justement, c'est cette élite entre guillemets commerciale qui se rassemble à travers un certain nombre d'événements, qui partagent des insights, etc., etc. Ce qui est assez important, ce qui est assez intéressant finalement dans ces cas-là, c'est que la marque, elle initie, mais finalement très très vite, ce sont les participants qui d'eux-mêmes font avancer, nourrissent ces communautés. Alors, dialoguer, c'est aussi en effet converser en live sur les réseaux sociaux notamment. Là, en fait, on a différents exemples intéressants. Le premier, on l'aime beaucoup parce que finalement, c'est un peu ce qu'on redoute tous. Notamment, c'est potentiellement un bad buzz autour de la marque. Et très souvent, d'ailleurs, on est un peu figé à savoir comment on va s'en emparer et comment on va réagir. Et là, EDF, pour le coup, s'en est très très bien emparé avec finalement une co-création, si on peut dire, pas voulue, avec le rappeur Gims, si je prononce bien voilà. Et donc ce rappeur qui a en effet un peu taclé l'entreprise sur la question du pouvoir d'achat et notamment des coûts. Vous aviez peut-être vu cette opération, notamment en effet sur un plateau TV. Et donc en fait, EDF qui plutôt que de être mal à l'aise avec la situation, a parfaitement rebondi en tirant en fait le fil pour pouvoir injecter dans cette marque-là une relation avec cette partie prenante. Dans un registre un peu différent, celui de la filière forêt-bois, qui est utile pour développer l'attractivité des métiers du bois et de la forêt, métiers en fait qui sont hyper intéressants mais pas forcément extrêmement connus. Là aussi, co-crée des contenus et notamment va dans les plateformes où l'audience potentielle de recrutement est la plus présente, à savoir TikTok, autour d'une grande série qui s'appelle Verywood Métiers et qui donne à voir en fait l'envers du décor de cette filière extrêmement attractive,
créant d'ailleurs avec des content makers, des TikTokers, des formats extrêmement intéressants. Et puis encore plus loin, en termes d'une certaine manière d'interaction avec des communautés, et là celle à nouveau des gamers chers à Émilie, maintenant on le sait, qui en fait a permis à McDonald's d'aller en fait offrir ces codes de marque dans le cadre d'une opération sur Twitch auprès des gamers pour pouvoir les faire jouer avec la marque et potentiellement en construire de nouveaux. Donc là, on voit que la co-création, elle peut aller extrêmement loin. Et puis, en effet, voilà, de nombreux exemples de marques qui vont parfaitement, en fait, investir les lieux où leurs communautés interagissent. Voilà, on a différents exemples avec le Grand Frère, avec Bouygues Télécom, qui n'hésitent pas non plus d'ailleurs à faire preuve d'humour pour pouvoir justement déplacer, en fait, transférer la présence de la marque et en fait s'inscrire dans une logique plus conversationnelle. Et pour finir dans cette veine, l'exemple du CFIA qui est assez intéressant, qui montre que le B2B n'est pas épargné. Alors le CFIA, c'est le plus grand salon français, même européen, de l'agroalimentaire. Il commence aujourd'hui du reste, pour l'anecdote. Et le CFIA, la problématique qu'ils ont, elle est très très simple, c'est qu'ils se vendent très très bien en tant que salon. Ils existent 3 jours par an, 3 jours par an, je vais y arriver. Mais en fait, le reste de l'année, c'est très compliqué pour eux d'exister. C'est vraiment un salon qui vend du mètre carré. Et donc, pour les aider justement de cet acteur de l'événementiel à basculer plus dans cette logique de communauté pour interagir avec ses publics professionnels dans la durée et non pas seulement 3 jours. On les accompagne et un des registres, il y a toute une réflexion sur effectivement l'éditorial, comment est-ce qu'on peut créer d'autres temps forts, etc. Mais un des registres tout simple, mais qui n'activait pas jusqu'ici, c'est tout simplement celui de la proximité, celui du ton. Et donc là, on va prendre un exemple très très simple. Là, le CFIA, ça fait un mois qu'ils sont dans le sprint, effectivement, pour que les gens viennent sur leur salon qui commence aujourd'hui. Et ils publiaient toute une quincaillerie événementielle. On était bassinés d'ateliers, de tables rondes, en veux-tu, en voilà. Et on leur a dit, mais à un moment donné, si vous voulez créer cette communauté, si vous voulez créer un petit fit entre participants du CFIA, si vous voulez qu'il y ait une tribu qui émerge, ben, il faut aussi qu'il y ait un ton un peu plus sympa. Il faut qu'on soit content entre pros, entre acteurs de la profession de se retrouver. D'où ces petites vignettes qui n'ont pas beaucoup d'autres ambitions que de faire sourire. Et voilà, on s'amuse avec l'IA, on fait une parodie de Game of Thrones et on dit CFIA is coming avec un gros macaron, ça fait sourire. Et c'est déjà un petit pas de côté sur le ton qui va contribuer à l'émergence de ce groupe, de cette communauté. Intéressant, et peut-être ça vient finalement compléter, Laurent Cédric, le propos sur les influenceurs. Quand on est dans cette idée de co-création. Oui, tout à fait. Et donc, quelques exemples où on voit finalement que les marques sont allées chercher des influenceurs pour bâtir la marque également, ou en tout cas pour y associer quelques briques. Et d'ailleurs, on a quelqu'un de l'AFPA qui est avec nous ce matin. Ce sera intéressant de discuter de cette campagne ensemble, que nous, on a trouvé extrêmement intéressante et bien menée, parce qu'en fait, justement, sur un sujet extrêmement sérieux qui est celui de la formation professionnelle, l'AFPA n'a pas hésité à aller chercher les influenceurs que vous pouvez voir à l'écran, connus d'ailleurs pour la création d'un format de série hyper dans la pop culture, voilà, en effet, et pour pouvoir justement concevoir un nouveau programme de contenu qui allait justement finalement positionner le sujet de la formation avec un très très grand accès aux publics qui sont concernés par ce sujet. Donc un exemple intéressant également qui est celui du ministère de l'Agriculture, dont on parle beaucoup en ce moment par rapport à toutes les problématiques, qui là aussi a été chercher des influenceurs qui ne sont pas des agriculteurs, qui sont pour le coup potentiellement des influenceurs qui sont plutôt ceux de la comédie ou de l'humour, pour pouvoir aller montrer en quoi finalement être entrepreneur du vivant, c'est le nom de la série, si on peut dire, d'influence. C'est quelque chose de particulier, c'est un destin pas comme les autres, et en fait le donner à voir et le valoriser au plus grand nombre. Et puis c'est aussi
la marque France, d'une certaine manière, avec Choose France, qui là aussi va chercher, dans tous les registres, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, et là sur la diapositive, on ne voit pas que des sportifs, même s'ils sont sublimés dans un t-shirt blanc et qu'on a l'impression qu'ils sont prêts sur des starting blocks à aller commencer des épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Mais en fait, voilà, c'est eux qui participent, des figures iconiques qui participent là aussi à la construction de la marque France. C'est aussi dialoguer, agir un peu différemment. Et on est encore très souvent confronté dans cette idée de, pour gagner la bataille de l'attention, je dois être un peu seul sur le podium et je dois exposer ma marque en faisant en sorte que les autres soient loin. Et on voit bien qu'il y a aussi une autre façon de faire, qui est de se dire qu'ensemble, on agit plus fort, on agit avec plus d'impact. Et notamment, il y a quelques causes qui sont en effet propices à ça, où finalement, les marques créent des vraies coalitions autour de sujets de société. Un exemple qu'on aime tout particulièrement pour accompagner la Fondation Mosaïque, celui de l'inclusion économique et de l'égalité professionnelle, où on a un peu plus d'une centaine de grandes organisations et entreprises qui se retrouvent dans une vraie coalition pour justement, finalement, exposer leur marque et faire avancer cette cause. C'est aussi, dans un autre registre, mais intéressant aussi, des concurrents qui se retrouvent ensemble alors que en fait, on en parlait sur la bataille de l'achat d'espace pour pouvoir être là encore unique. Finalement, on se retrouve tous sur la même affiche pour pouvoir défendre un sujet bien sûr porté par Citeo sur la question du recyclage. C'est beau. Ça nous emmène à la dernière tendance. On va aller vite pour terminer, mais on ne pouvait pas se quitter sans se parler de créativité, évidemment. Aujourd'hui, on voit que le terrain de jeu des marques pour se réinventer, il est immense. Et aujourd'hui, il y a plein de possibilités d'innover dans sa façon de se présenter, dans la façon de construire, de raisonner dans l'époque pour la marque. La première façon peut-être, c'est d'utiliser la data pour créer des expériences uniques. Là, on parle vraiment d'expérience de marque. Tu en disais un mot, je crois, tout à l'heure, Laurent Cédric. On a 2 exemples là-dessus, j'irai assez vite, mais Chipotle, qui est cette marque de restauration rapide américaine, qui finalement propose, part du constat qu'il y a un empilement en fait, dans les campagnes d'emailing. Il y a une perte d'efficacité drastique parce qu'en fait, les gens sont bombardés d'emails, notamment d'emails de marque, et ne les ouvrent jamais. Et décide en fait pour pallier à cet écueil-là, décide de proposer une expérience unique à ses clients fidèles, puisque c'était à travers le programme de fidélité, qui est finalement de retrouver ils appellent ça des food twins, doppelganger, mais de trouver quelqu'un qui, au même moment, quelque part dans la planète, aurait commandé exactement le même sandwich Chipotle. Donc intéressant, et ce cas a fait grand bruit parce qu'en fait, au-delà de l'expérience en elle-même, c'est la façon de relater l'expérience ensuite par les utilisateurs, les consommateurs eux-mêmes. Et voilà un exemple où, à travers cet usage intéressant, innovant de la data, on va pouvoir rééclairer la marque autrement dans une expérience unique. Et une autre expérience unique, c'est Stella Artois qui a finalement, et là on voit que Stella Artois convoque aussi, on l'a dit, la pérennité, l'histoire, l'ADN, et peut-être fait un peu aussi d'une certaine manière de rétro vintage. Mais voilà, à travers des grands chefs-d'œuvre où on voit des personnages boire des boissons qui pourraient s'apparenter à de la bière, ce que propose Stella Artois, finalement croise des données, et tout ça est très mathématique, je vous l'expliquerai pas ici, mais croise des données de peut-être ça aurait pu être, c'est peut-être une bière Stella Artois. Et donc on a ces champs de probabilité, avec aussi un truc intéressant sur l'humilité, ça en dit beaucoup à la personnalité, c'est maybe en fait, c'est de la probabilité. Donc c'est aussi une façon pour la marque de s'inscrire dans l'histoire. Donc là encore, confiance, garantie de qualité, mais aussi une preuve d'humilité et de personnalité intéressante dans cette notion de probabilité. Deuxième façon d'exercer sa créativité aujourd'hui en tant que marque et de se présenter autrement, c'est ce qu'on appelle nous les stratégies d'interception. On pourrait dire hijacking, d'autres diront carjacking, mais voilà. C'est cette idée que finalement on va aller capter les audiences, les publics, nos cibles là où elles sont. Laurent Cédric, les cas que tu as présentés sont tout à fait dans cette veine. On en a d'autres, Banque Alimentaire qui, pour finalement parler à une audience plus jeune,
qu'elle n'arrive pas à capter aujourd'hui. Personne, quand tu as 20 ans, tu n'es pas captivé par donner potentiellement une plaquette de chocolat ou pourquoi pas des boîtes de conserve Bonduelle lorsque tu fais tes courses. Peut-être ça te passe complètement sous le radar. Et du coup, Banque Alimentaire décide de pasticher des formats très consommés par les jeunes qui sont les recettes de cuisine sur TikTok, portées par des grands chefs. Donc là, logique d'influenceurs aussi, d'endorsement. Finalement propose des recettes un peu rocambolesques dont la chute est finalement donnée à la Banque Alimentaire. C'est important. Et donc là, on voit en plein ce truc d'aller finalement là où sont les jeunes sur TikTok, prendre leur code. Donc cette marque un peu caméléon qui va finalement se présenter sous un autre jour pour réussir à capter les audiences. Et autre exemple, c'est à travers un partenariat intéressant. Tu parlais de co-branding, voilà un exemple de co-branding assez, pour le moins, assez interpellant, qui est finalement le planning familial, très institutionnel, qui décide de passer un partenariat avec Netflix à l'occasion de la sortie d'une série très connue de Netflix qui est Sex Education, qui est très consommée par les jeunes, donc Gen Z, pour sensibiliser justement sur l'éducation sexuelle à travers cette série-là qui est encore une fois très appréciée, très consommée par les jeunes. Donc intéressant là encore cette technique d'aller intercepter, hijacker et aller là où les cibles sont pour pouvoir s'adresser à elles en tant que marque renouvelée dans l'époque. Et enfin l'IA, pour aller plus loin dans ces expressions, on ne pouvait pas encore une fois se quitter sans en parler. Nourrir davantage la plateforme de marque, c'est vraiment ça qu'on a voulu voir, c'est comment l'IA permet finalement de nouveaux outils pour présenter la marque sous de nouveaux habits et finalement au rythme de l'époque. Undiz a fait ça, assez précurseur dans l'usage de l'IA générative, des outils d'IA générative. C'est une campagne qui date d'il y a un an et demi et qui va directement assumer le fait que l'IA a été utilisée pour produire cette campagne d'affichage en l'occurrence et qui va l'accoler à cette signature de campagne qui est Express Your Creativity. Donc c'est vraiment l'idée que l'IA va apporter un gage supplémentaire de créativité à la marque et c'est totalement assumé. Intéressant de voir cela. Une autre façon de présenter la marque dans des expériences assez uniques et très créatives à travers les outils d'IA, c'est ce qu'on appelle le FOOH, le Fake Out of Home, et notamment Jacques Mus qui en a usé il y a quelques temps, qui a fait défiler des sacs géants autour de l'opéra, et en fait tout le monde évidemment sur les internets se demandait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et non, ce n'est pas quelque chose qui est réellement arrivé, mais c'est des formats publicitaires qui se développent et qui permettent finalement de générer des conversations et de montrer la marque sous un autre jour absolument interpellant. Et enfin, dernier exemple, celui-là il est intéressant parce que c'est Heinz qui décide finalement de laisser les clés justement aux outils d'intelligence artificielle sur la représentation, donc c'est très fort, hein, sur les codants de son produit emblématique, le ketchup, et donc this is what ketchup looks like to AI, et donc en fait c'est intéressant parce que on se dit là c'est vraiment roue libre, et d'ailleurs il y avait même une opération où les internautes étaient aussi appelés à prompter, donc à proposer des prompts, et on voyait ce que finalement la loterie de Midjourney et compagnie nous proposait. Et donc là, il y a vraiment à lâcher prise sur la représentation aussi de la marque. Et dernier point intéressant, et c'est une tendance très montante et j'irai assez vite, mais c'est la marque évidemment qui devient média dans cette course aussi à la créativité. Alors vous n'avez pas pu passer l'été sans croiser Barbie évidemment, alors Mattel, coup de génie on pourrait dire. Alors c'est toujours dans cette tendance de coiffer décoiffer, branded unbranded, bien sûr ça n'est pas une commande directe, mais on voit à quel point le pari a été juteux aussi pour Mattel et pour aussi les partenariats de marques qui ont découlé de ce film. On a R là qui est passé assez vite, mais qui est, là c'est intéressant parce que le sujet de cette série qui est diffusée sur Amazon Prime, c'est le directeur marketing de Nike qui a fait tout le succès de Nike avec Michael Jordan. Mais en fait, il y a un truc hyper intéressant sur le sujet devient finalement le CMO de la boîte. Donc ça, c'est encore jamais vu. Et ASICS qui joue sur les mots puisque ASICS présente sa série de Prime qui s'appelle Mind Games, qui est sur l'entraînement, l'importance de s'exercer, la force mentale, comme unbranded content, mais en réalité,
ASICS a fait une campagne média là-dessus et donc joue complètement la carte de salut, c'est moi. Donc il y a un côté comme ça un peu intéressant de j'assume pas. Mais en tout cas, on voit ce format long et ce format documentaire et d'entertainment qui se développe à vitesse grand V de la part des annonceurs. Et enfin, dernier, alors c'est de l'annonce pour l'instant, mais c'est LVMH, donc on voit que le mouvement est très enclenché, qui dit avoir créé une société pour la promotion de ses marques en partenariat avec l'industrie du divertissement. Donc là encore, on voit que ce mouvement documentaire branded, unbranded avance à marche forcée, évidemment par rapport aux aspirations aussi des nouvelles générations, qui est plutôt sur du content et sur du divertissement. Donc intéressant aussi de regarder ça pour les mois qui viennent. Et enfin, Mathieu. Un dernier petit exemple B2B pour la route, très rapidement. Voilà, en B2B, souvent présenté à tort comme parent pauvre de la créativité. C'est pareil, on peut disrupter les codes pour créer l'attention. Lucas, très belle start-up, enfin plus qu'une start-up maintenant, qui vend des logiciels de RH, qui avait pris cette campagne il y a quelques mois où effectivement ils prennent des codes rétrofuturistes. On est dans la SF années 50, justement pour jouer un peu avec cette idée que c'est quand même peut-être un peu plus qu'une machine au service des RH. Alors en conclusion, mais ultime et rapide, parce qu'en fait on voit à quel point finalement, et tous ces exemples montrent bien la richesse et en fait finalement ce qu'on peut faire de la marque et surtout je trouve toute la mise en dynamique que la marque peut proposer pour ces différents publics. En fait, nous, le message, il reboucle un peu avec celui qu'on évoquait en introduction. C'est cette idée de la cohérence et cette idée de la marque totale, parce qu'en fait, on voit bien aussi avec tous ces exemples qu'on peut s'égarer d'une certaine manière et en fait bâtir une marque qui est un peu composite et qui, du coup, protéiforme et qui, sans doute, aura plus de mal à être résistante et à être justement dans cette attention qu'on cherche tous. Donc une grande cohérence dans la marque et puis surtout beaucoup d'ambition dans la construction de la marque parce qu'on voit bien à quel point c'est un vrai agent d'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un logo qui uniquement. Et qu'en fait, ce code, ce logo, en tout cas, il peut porter beaucoup plus d'actions et notamment de projets de l'entreprise. Et donc, du coup, là aussi, ce besoin d'être vraiment en cohérence dans cette idée de la marque totale avec tous les publics qu'on a à adresser. Donc un vrai sujet d'attention sur la construction de la plateforme de marque avec cette idée-là. Et puis évidemment aussi où on doit poser ces ingrédients-là et peut-être les actualiser parce qu'en fait on le voit que ça accélère, que ça se bouscule. Et d'ailleurs, nous, on reçoit beaucoup de missions où on nous demande d'actualiser les plateformes de marque en ce moment parce que on a été challengé, on l'est d'ailleurs beaucoup, et beaucoup plus régulièrement que par le passé. Et puis évidemment, construction de la plateforme, mais aussi tout ça pour la mettre en mouvement, et notamment avec les différents exemples qu'on a pu voir évoqués. Oui. Donc merci infiniment à tous, ravi d'avoir été avec vous. Désolé d'avoir débordé 15 minutes. On espère que ces contenus vous ont intéressé et avec grand plaisir pour en tirer des fils sur vos sujets naturellement. Merci. Merci.